Détentrice d'une maîtrise en administration des affaires, Karina a une spécialité en sociologie et en développement organisationnel. Durant 20 ans de pratique en ressources humaines, elle a couvert de nombreux champs d'expertise allant de la gestion des compétences en passant par le développement des organisations en situation de changement. Elle a enseigné pendant plus de 12 ans à l'UQTR comme chargée de cours avant de se retirer au printemps 2020. Aujourd'hui, retirée du milieu des affaires, elle affirme librement consacrer sa vie au Dieu créateur et vivant comme servante de Jésus-Christ, le Messie. Karina Lastou, bonjour et bienvenue. Bonjour Stéphane, merci. Une rencontre dont on a discuté il y a quelques mois. C'est agréable de te voir en face en plus. Merci de ton accueil. L'entretien que nous avons donc aujourd'hui est en un sens particulier parce que pour la première fois, je reçois une femme. Et en plus de ça, pour la première fois, c'est l'initiative de l'invité si on a une entrevue. D'habitude, c'est moi qui sollicite. On est amis de longue date, d'où la raison pour laquelle on va se tutoyer. Puis on n'a pas eu à clarifier l'aspect de la censure. Je t'ai dit très clairement que j'éviterai pas certaines questions. Donc on va essayer de toucher à différentes sphères. Les 3 thèmes j'aimerais aborder avec toi, naturellement, ta carrière professionnelle et par le biais aussi de comment tu as construit ta pensée à travers tes études que tu as fait. La deuxième partie, qui est tout ta relation avec le monde des affaires, parce que 20 ans, c'est quand même important. J'aimerais savoir ton regard sur ça. Et la dernière portion, qui est toute ta relation avec Dieu, qui, on va voir, il y a un impact quand même par rapport à la carrière professionnelle et tout ça. Donc, c'est ce que je propose qu'on regarde ensemble au cours de cet entretien-là. Pour débuter, il y a un fil conducteur dans ta carrière de 20 ans dans le milieu des affaires et il s'agit de l'humain. Comment en es-tu venu à t'intéresser au sujet, premièrement, qu'est l'humain? Et quelles ont été tes influences chez les auteurs que tu as eu la chance de croiser tout au long de ton parcours et académique et professionnel? Merci de poser la question. En fait, je crois que ça date de l'adolescence même. Tu sais, on vit déjà certaines étapes, certaines difficultés. Et j'ai chez moi d'ailleurs des écrits alors que j'avais 13-14 ans. Et j'écrivais là-dessus, mais pourquoi on est là? Pourquoi les guerres? Pourquoi les divorces? Pourquoi l'argent? Alors, il y avait déjà quelque chose que je me demandais. À ce niveau-là, je cherchais un peu le sens de la vie. Et j'avais dit à ma mère à 13-14 ans aussi, « Maman, moi, je veux sauver des vies. » Okay. Parce qu'ayant vécu certains événements au cours de ma jeune enfance et préadolescence, j'étais attirée à comprendre pourquoi on a ces émotions-là, pourquoi on vit des souffrances. Donc, c'était très rattaché, évidemment, à mon vécu personnel. Et donc, maman, j'aimerais sauver des vies. Et comment ça s'est... en fait, j'ai dit, bon, ben tiens, je vais m'en aller médecin au front dans l'armée. OK. C'est sauver des vies. C'est radical. C'est radical. C'était vraiment ça. Alors, je me suis enrôlée dans les cadets de l'art. J'avais 14 ans. Pour toucher un petit peu le côté militaire, justement. Et puis, en même temps, j'ai fait mes sciences au secondaire. Mais là, attends, je suis obligé de t'interrompre. Pour toucher le côté militaire, puis là, on parle de sauver des vies, puis de relations humaines. Pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Il faut que tu m'expliques le toucher le côté militaire. Il devait y avoir l'idée d'être médecin au front. Donc, tu sais, c'était très... on dit littéral, en fait, c'était comme sauver des vies, mais très physique, tu vois, il y avait ce côté-là. Alors, je me suis dit, je peux pas me dire, je m'en vais médecin au front sans avoir touché le côté militaire. Fait que je m'étais déjà dit, je vais aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est la drill, proprement dit, là, du milieu militaire. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça, mais ça a apporté un autre côté à ma vie, c'est-à-dire... côté, en fait, on découvre les côtés party, on découvre toutes sortes de choses. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en même temps, je travaillais beaucoup. Je travaillais déjà 30 heures dans un dépanneur.
OK. que j'étais au secondaire. Alors, tout ça pour dire que mes notes n'étaient pas très bonnes, finalement, mes notes de sciences. OK, mais la femme qui n'est pas très bonne fait quand même un saut à un moment donné en sociologie à l'université. C'était quoi, à l'UQAM, l'UDM? À l'UQAM, À exact. l'UQAM. Oui. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé là, pour que de ces notes-là, on aboutisse à l'université. Hein? Ben, je vais te faire rire, il y a eu un autre refus. Ah! En fait, il y a eu un autre refus puisque là, je me rendais compte que, je m'en allais pas en sciences naturelles, finalement, avec ces notes-là. Je m'en allais en sciences humaines et en bout de ligne, ça faisait plein de sens avec mon idée de découvrir comment l'humain fonctionne, ou en tout cas d'en apprendre plus sur l'individu. Et ben, quand je sors avec mon DEC après 3 ans, finalement, à Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse, ben, j'envoie ma demande pour enseigner au primaire. Et OK. j'ai été refusée à l'UQAM. OK, donc on prend le deuxième choix. On prend ce qui est sur la liste, qui est non contingenté, puis qui a l'air de l'individu. C'est vraiment ça qui OK. est arrivé. OK, Vraiment, j'ai fait, bon, ben, OK, qu'est-ce qui a l'air de l'individu là-dedans? Sociologie. Et là, sociologie t'amène, c'est suite à ça que vraiment tes amours de te rapprocher de l'humain encore plus allument dans ta tête. Parce qu'il y a un parcours à la maîtrise qui va venir. Exactement. Et là, dans la maîtrise, on est vraiment sur de la ressource humaine, mot abject, mais bon. On est clairement dans ce domaine-là. Là. Tout à fait. Et les penseurs qui t'ont éclairé l'esprit, là, on remonte quand même à il y a longtemps, mais à cette époque-là, déjà, ta curiosité a été titillée par qui? À l'époque, écoute, c'est drôle parce que on pourrait en reparler, mais Aldous Huxley, entre autres, avec Le meilleur des mondes, Ah ouais? OK. ça me questionnait vraiment cette histoire-là. Puis probablement, évidemment, que si je relisais le livre aujourd'hui, je le verrais d'une toute autre façon. Mais c'était particulier, cette histoire-là. Puis en fait, on aurait peut-être quelques liens à faire avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuellement, exact. D'ailleurs, je vais t'ouvrir la porte par rapport à ça, parce que c'est certain que j'aimerais t'entendre. Je reviens sur la sociologie, mais pour faire le pont, justement, de cette maîtrise, de ce doctorat, puis aussi de tout ton parcours professionnel, il y a quelque chose d'atypique hein, dans ton parcours. Habituellement, on fait le bac en administration, puis on s'en va en RH, ou on fait le bac, on fait la maîtrise, on est en RH. Toi, tu es passé par la sociologie. De ton parcours atypique, qu'est-ce que tu dirais de quelle façon ça a pu influencer tes interventions, qui, de ta perception, parce que tu as été enseignante, de ta perception, t'a donné une saveur, je dirais, ou une approche qui serait différente? Certainement une approche macro, c'est-à-dire de comprendre l'individu dans l'ensemble de la société, dans le monde. Et pourquoi je me suis tournée finalement en gestion? Bien, encore une fois, j'avais un mari à l'époque qui terminait un bac en RH en 1995. Okay. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de travail d'offert à ce moment-là. Donc, tu as épousé la profession. Tu as épousé le mari de la profession avant d'épouser la profession. C'est probablement ça. Okay. Et regarde, c'est vraiment côté utilité. Parce que, ben, avec son esprit entrepreneur, il ne trouvait pas d'emploi. On s'est dit, ben, on va se partir une petite agence de placement de personnel. On était avec des subventions, tu sais, à l'époque, qu'on offrait aux jeunes entrepreneurs. On avait notre petit bureau à Laval, sur le boulevard Labelle. Et puis, ben, j'avais des cours libres à prendre en sociaux. Okay. Et j'ai vu un cours qui s'appelait Entrevue outils de gestion. Puis je me suis dit, ben tiens, ça va m'aider pour notre petite entreprise. Puis avant ça, le préalable, c'était un cours de comportement organisationnel. Et là, quand j'ai fait ça, okay. J'ai fait, OK, wow, c'est vraiment ça. Et là, ça a fait, je vais aller au MBA en développement organisationnel par la suite pour pousser plus loin. Donc, tu as tes assises en admin, tu as la socio, tu nous présentes le côté macro et là, tu arrives en entreprise. Tu es la femme, justement, avec cette perspective-là un peu plus globale. Tu as une hétérogénéité quand on regarde par où tu es passé, hétérogénéité d'expérience. Tu es passé de conseillère à directrice RH. Tu as travaillé dans des entreprises ou avec des entreprises du secteur privé, du secteur public, syndiquées, non syndiquées. Donc, premièrement, comment pourrais-tu justement nous décrire le travail au sein de la fonction publique? Tu sais, il y a plein de mythes qui circulent. Toi, tu l'as vécu? Oui. C'est le milieu de travail de la fonction publique, tu le décrirais comment? D'abord,
il y a vraiment les deux pôles, effectivement. Donc, les mythes peuvent avoir du vrai d'un pôle à l'autre, je dirais, d'une extrémité à l'autre. C'est un gros paradoxe. Parce que moi, j'ai travaillé avec des gens chez Emploi Québec, entre autres, comme conseillère aux entreprises, des gens qui ont ça tatoué sur le cœur, qui vont tout faire pour les employeurs, pour les aider. En fait, c'était notre rôle. En plus, quel beau travail de venir aider à structurer la gestion de ressources humaines via des subventions, à rencontrer toutes sortes d'entreprises, à être dans le milieu. Écoute, tu peux pas être plus à la fine pointe de ce qui se passe. Tu sais, moi, j'ai vu un fax rentrer. Ça dit notre âge. Je peux te le dire, j'ai 46 ans. Et en 2006... Tu viens de dire la mienne en même temps, là. On n'a plus de secret maintenant. Donc, j'ai vu un fax rentrer justement à la direction régionale d'un restaurant qui fermait parce qu'il manquait d'employés, semble-t-il. Alors, bon, on pourrait revenir à l'œuf ou la poule. Est-ce qu'on perd des employés parce qu'il n'y en a pas ou parce que nos pratiques ne permettent pas d'en avoir? Mais pour revenir à ta question, donc, qui était... En fait, je te demandais la différence, puis tu me parlais à ce moment-là du paradoxe en fonction publique. Merci. Au niveau des mythes. Tout à fait. Donc, tu as des gens qui vont avoir vraiment tatoué sur le cœur de tout faire, vraiment travailler fort et tout. Et j'ai vu aussi, à mon arrivée, Karina, tu as 52 dossiers, ta commande cette année, c'était 26. Arrête ça parce que là, ils vont nous demander le double l'an prochain. OK? Donc, il y a de ça aussi. Alors ça, c'est très particulier. Il y a des espèces de clivages aussi entre techniciens et professionnels. Tu sais, quand on m'a ouvert le bureau du Centre local d'emploi de Sainte-Foy, puis on me dit, ça, c'est ton bureau avec une fenêtre. Puis je fais, ah oui, pourquoi une fenêtre? Parce que toi, tu es professionnel. Ah, OK. Donc, il y a une certaine... Il y a une hiérarchie. Le technicien, il est dans les sous-bassements avec la crasse, puis l'huile, puis avec la professionnelle. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Donc, ça, c'est la vérité que j'ai vue. Et comme je t'ai dit, j'ai eu vraiment une très belle équipe à la direction régionale, des conseillers qui ont le goût de faire leur maximum. Puis en même temps, tu sais, on a des cibles à atteindre et comme l'humain est fait, quand ça devient un petit peu trop exigeant, l'humain va peut-être pallier pour en faire un petit peu moins. Par exemple, couper un dossier au 31 mars pour le repartir au 1er avril. Oui, mais en fait, je ne sais pas si on pourrait parler de la même lecture que tu as eue dans le secteur privé, mais ce que moi j'entends de ce que tu me partages, c'est des choses que j'ai vues également dans le secteur privé. Donc, d'accoler cette étiquette de parasite-là aux fonctionnaires, pour moi, il y a quelqu'un, c'est comme si on essayait de détruire la beauté de la fonction publique, ni plus ni moins, quand on fait ça, parce que ce que tu me décris, c'est pas particulier au secteur public. Pas particulièrement. Par contre, j'ai entendu des choses épouvantables. Genre, et je peux pas généraliser à travers la fonction publique, comme je t'ai dit, c'est que souvent, chaque entité ou organisme ont aussi une certaine forme d'autonomie à travers le fait que c'est relié à d'autres paliers. Le gestionnaire, comme tu le sais, va tout changer au niveau de son leadership, au niveau de son approche avec les humains. Fait que déjà là, ça change tout. Mais j'ai vu des choses comme, eux, c'est des bois morts. Donc, qualifier des personnes, est-ce que ça se peut au privé? Probablement. Qu'eux, ils sont tannés, ils ont juste hâte à la retraite. On entend ça au privé aussi. C'est juste comme plus généralisé. Et peut-être que le fait où les gens ont une certaine sécurité d'emploi, puis qu'on ne prend pas nécessairement plaisir à dire, toi Stéphane, qu'est-ce qui va animer ta curiosité? Qu'est-ce qui va t'intéresser pour l'an prochain? Quel dossier t'aimes? Donc, certainement qu'il y a des gestionnaires au niveau public qui vont le faire, mais peut-être pas non plus parce que tout le monde suit un peu l'air d'aller. Alors, il y a de tout. Est-ce que je crois entendre que Karina serait suspicieuse par rapport à l'idée d'offrir une sécurité d'emploi aux employés? Je pourrais effectivement, tu as raison, être suspicieuse à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, tu sais, la théorie X ou Y, où on dit que l'humain veut toujours faire son possible d'un côté pour donner le meilleur de lui-même, ou l'autre côté que non, l'humain est quelqu'un de paresseux d'emblée puis qui va faire le minimum. Okay? Honnêtement,
je crois pas vraiment à ces deux théories-là du fait que je pense encore que c'est un échange, un partenariat, de croire aux objectifs, d'avoir une vision. Tout revient au leadership, à mon avis. Mais la sécurité d'emploi, si on ne prend pas les moyens de s'assurer que nos gens demeurent motivés, ce que j'ai appelé un peu la gestion de l'invisible, ben, tu sais, il y a peut-être... Elle n'a plus de sens. Cette sécurité d'emploi-là n'a plus de sens. Mais à contrario, si on n'offre pas la sécurité d'emploi aux employés, qui détient le pouvoir sur la vie réelle des employés? Ça devient, de l'autre côté, il n'y a plus d'équilibre entre patron et employé. Ça me permet d'arriver à ma prochaine question. C'est que comme tu as travaillé dans le milieu syndical, avec un milieu syndiqué, devrais-je dire, on a souvent, justement, de ce milieu-là, une mauvaise presse. C'est-à-dire que le milieu syndical est une plaie pour le patronat, nuit à la croissance du capital. Donc, en quoi, justement, le syndicat joue-t-il un rôle essentiel dans la qualité de vie des travailleurs et travailleuses? Dans la mesure où le syndicat et le patronat marchent main dans la main vers les mêmes objectifs. OK. C'est la clé. Mais écoute, Karina, encore une fois, on est dans un paradoxe. Ben oui, tout est comme ça. Comment on fait pour marcher main dans la main quand les objectifs sont imposés par un patron et en plus non expliqués? Ben voilà. C'est pour ça que ça veut dire qu'on ne marche pas main dans la main dès le début. Alors, Okay. On devrait s'asseoir au départ ensemble pour oui, asseoir les objectifs autant pour l'entreprise, autant pour l'individu. Moi, j'ai eu l'occasion justement de travailler en collaboration avec des syndicats et je trouve que c'était génial quand on est là comme partenaire stratégique, ça semble un mot... galvaudé aujourd'hui, malheureusement. Ouais. Mais l'essence même de ces mots-là sont extraordinaires, du fait que on a chacun nos rôles à jouer, mais on va collaborer. Tu sais, c'est ça, collaborer, c'est avancer ensemble vers les objectifs. Mais quand d'un côté, on a des objectifs individuels de part et d'autre, ce qui fait, c'est qu'on ne se rejoint pas du tout. Et de cette façon-là, on est dans des conflits, tu sais, dans des divergences d'idées, ce qui n'est pas toujours mauvais, on le sait, pour faire avancer l'entreprise. Mais si on n'est pas pour le bien-être des employés, si on est toujours à presser le jus du citron, je pense qu'on ça ne fonctionne pas. Ou à l'inverse, le syndicat veut juste la rentrée financière de l'employé, puis qui n'est pas là pour aider au niveau santé-sécurité, par exemple. Moi, je me souviens, je faisais des tournées avec la déléguée syndicale au niveau santé-sécurité, on montait les formations ensemble. Je veux dire, ça peut être vraiment intéressant. Je vais faire un saut quantique. Oui. On a abordé certains moments de ta carrière professionnelle. J'aimerais en aborder un dernier avec toi. Tu as eu la chance d'avoir 2 sièges différents. Le siège de conseillère externe, qui vient aider les entreprises. Puis tu as eu le siège de la salariée. Oui. J'aimerais en fait savoir, c'est quoi les principales différences dans les 2 types de postes? Tu sais, quand on regarde la théorie au niveau qu'est-ce qu'un conseiller ou gestion ressources humaines, on va nous dire que c'est un défenseur des employés, c'est aussi un conseiller à la direction, puis tu es un peu entre l'arbre et l'écorce. Et c'est vrai. Et c'est vraiment ça. Cependant, moi j'ai eu l'opportunité, alors que j'étais salariée comme directrice RH, d'avoir un président qui me laissait carte blanche. J'allais lui demander, évidemment, jusqu'où je pouvais aller, mais il m'avait vraiment embauché pour le côté ressources humaines, alors que lui, comme comptable, il disait, j'ai besoin d'aide au niveau de la gestion de mes RH, donc j'étais bienvenue à ce niveau-là. Et le fait de savoir que ton patron te supporte et qu'il comprend pourquoi tu fais les choses, même dans une entreprise, j'achetais par moi-même les cartes de fête. Puis j'allais chercher le président, puis comme, viens, on va aller dire bonne fête à tes enfants. Donc, tu avais une certaine influence là, sur les patrons. Exactement. Parce que tu as des valeurs, puis il me permettait il me supportait là-dedans. Tu sais, j'allais voir des employés qui étaient à l'hôpital suivant des accidents de travail. Donc,
tes valeurs humaines sont extrêmement importantes. Donc, j'entends qu'il n'y a pas une asymétrie entre le consultant externe et le salarié pour toi. Tu sais, ça sort de la même personne, ni plus ni moins. Probablement que c'est la différence d'information ou la proximité avec les intervenants qui va jouer. Oui, la proximité du fait où, tu sais, quand tu es salarié, tu fais partie prenante de l'entreprise, hein, tu es un acteur de premier niveau. Tu sais que normalement, c'est une relation de long terme. Hein? Donc, exemple, quand je suis arrivée chez les Parquets du Beau, ben, on m'a dit, bon, ben, Karina, tu vas venir dire à nos 12 contremaîtres, qu'est-ce que tu t'en viens faire ici? Okay. Première fille à la direction, une entreprise de 1946. J'avais 27 ans, mon petit MBA dans mes poches, ma petite jupe. Puis je fais OK. Puis moi, j'ai eu un cours d'RH en passant, parce que en passant de l'associé au MBA en DO, j'ai fait le fameux certificat en admin où il y avait un cours d'RH. Fait que je suis arrivée avec mon livre et tout était à faire. Et c'était merveilleux parce que tu peux juste développer. Puis suite à ça, ben, le directeur d'usine, on travaillait aussi main dans la main. Donc, toute cette notion de collaboration est extrêmement importante quand tu es à long terme dans une entreprise. Via consultant, c'est comme si on t'attribue déjà un certain niveau, peut-être de connaissance ou d'expertise qu'on s'attend que... Tu as une renommée à l'entrée. Voilà. L'autre chose, par exemple, puis ça pourra peut-être servir de petit drapeau rouge pour ceux qui nous écoutent, c'est que le consultant qui arrive de l'extérieur, c'est extrêmement important qu'ils prennent d'abord le temps d'aller vérifier quelle est la culture en place, l'historique. Est-ce que les employés ont vécu des irritants par le passé? Quels ont été les succès, les échecs de l'entreprise? À qui je m'adresse comme entreprise? Parce que une intervention, comme tu le sais, sera, même si tu fais la même dans deux entreprises, ce sera deux choses différentes. Fait à qui on s'adresse? Et il y a trop de consultants tickets que j'appelle. Et ça, à mon avis, c'est pas tellement gagnant. C'est plus facile à vendre, en tout cas. C'est clair, c'est précis. On sait ce qu'on va acheter, une belle boîte, puis on la livre. C'est ça. Il y a certains avantages. Écoute, je qualifierais ta situation de deux vies. Tu as eu deux vies professionnelles. Ta deuxième vie, c'est l'enseignement. C'est vrai. Donc, en 2008, tu embrassais la carrière d'enseignante universitaire, métier que tu as quand même exercé pendant 12 ans. Tu sais, la femme, tantôt, qui disait, ben j'ai quand même 46 ans, 12 ans de carrière en enseignement. Comment en es-tu arrivé à t'intéresser à la transmission du savoir? Je m'y intéressais déjà, je dirais, gloire à Dieu, parce que tu sais, en RH, le mandat formation, développement des personnes, ça fait déjà partie de notre portefeuille. J'ai eu l'opportunité, même alors que j'étais chez Emploi Québec, de monter des formations, évidemment, formation de formateurs. Donc, j'étais assez à l'affût à ce niveau-là. J'ai même eu à former de mes gestionnaires. C'est spécial, mais étant donné probablement mon background de diplôme, on me reconnaissait peut-être une certaine qualification à ce niveau-là. Et comme j'ai été consultante par la suite, bien, on faisait souvent justement des dossiers ponctuels de formation. Donc, mais aimer intervenir en entreprise, c'est une chose. Oui. Être devant un groupe, 3 heures semaine, pendant 45 heures, alors que tu sais que tu es en train de former des gens qui, eux, après, vont avoir des interventions, donc une responsabilité, c'est une autre chose. Fait que faire ce saut-là, au-delà de dire, puis t'es pas comme ça, mais il y a des gens qui disent, ah, ben ça va me faire une paye, j'ai besoin d'un emploi. Toi, c'est pas ce que tu as fait, là, parce que tu as choisi de vraiment embrasser. Comment on le fait, ce saut-là? Je crois que j'aurais pas pu le faire, honnêtement. Ou si je l'avais fait, j'aurais pas été l'enseignante que j'ai pu être grâce à mes expériences de travail terrain. Ça doit pas être la même chose si j'étais sortie du MBA puis je m'étais dit je m'en vais enseigner. Je sais pas ce que je leur aurais dit, honnêtement. J'aurais pu leur parler de quoi, de mon mémoire, je sais pas, non, tu comprends? Je suis vraiment heureuse d'avoir comme tu disais, un parcours atypique, mais qui m'a permis de toucher le terrain. Autant d'un côté
en entreprise, comme tu disais, comme salarié, mais aussi comme conseillère aux entreprises, puis plus tard même à la direction régionale du service aux entreprises, où j'ai pu être en lien, tu sais, tu parles du monde des affaires, je crois que tu vas m'en parler plus tard, mais tu sais, d'être en lien avec toutes sortes d'acteurs dans le milieu des affaires. Donc, tout ça a pu me former. Mhm. Et d'avoir ce désir-là de dire, regarde, j'ai des expériences, je vais les bonnes et mauvaises, hein, on en a parlé de quelques-unes tantôt, bonnes et mauvaises, de ces expériences-là, j'ai le goût de les partager. Mais oui, puis il n'y a pas d'hasard parce que, ben, avant que je termine ma carrière à la fonction publique, j'ai rencontré un professeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui avait le même mandat que moi au secrétariat du Conseil du Trésor. OK? Sur notre... Ben oui. Ah, c'est Guy Arcan? Ben oui. D'accord, on peut le nommer. On peut le nommer. Alors, Même s'il vient de loin, là. Il m'a dit, ça te tenterait-tu d'enseigner? Puis je fais, ben oui. OK. Et c'est vraiment comme ça que j'ai Donc, pu c'est une mettre opportunité, clairement. Absolument. C'est pas un plan de carrière. D'accord. Non. Fait que tu vois, toute cette tasse dans la vie, on a de ça à apprendre aussi, plutôt que d'essayer de tout penser peut-être Ouais, d'avoir d'un coup. hiérarchisé toute notre carrière. Moi, j'ai carrément un plan qui s'est fait au fur et à mesure. Puis, ouais. Ben, dans ce cas-là, j'aimerais qu'on rentre dans l'organisation qui est l'université. Oui. Quand on est aussi longtemps dans une organisation, on a le temps de la voir évoluer. C'est un avantage qu'on a. Donc, non seulement tu as vu évoluer l'organisation, mais tu as vu évoluer les étudiants aussi. Je pense pas qu'au début, tu avais le même genre d'étudiants qu'à la fin, les mêmes attentes, etc. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles de cette lecture-là, de l'évolution et de l'institution et des individus. C'est vraiment une bonne question. Puis je vais être le plus humble que je peux parce que, honnêtement, comme enseignante à l'UQTR, je peux pas te dire que j'avais un intérêt poussé pour l'organisation en soi. Je peux pas mentir là-dessus. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimais, et heureusement, parce que ça gardait ma motivation, je veux dire, si j'avais attendu nécessairement de l'organisation pour une reconnaissance ou quoi que ce soit, bon, ça n'aurait pas été le fun. Tu n'as pas eu de reconnaissance dans ces 12 années-là, de la part de l'organisation? Non. OK, d'accord. Ma reconnaissance était avec les étudiants. OK. Et pour moi, c'était ce qui était wow. Donc, j'étais un peu, selon moi, une travailleuse autonome. Okay. Tu sais, je m'en vais donner mes cours. Moi, je donnais mon cellulaire à mes étudiants pour qu'ils puissent me joindre, pour que je puisse les aider. Donc, c'était un travail de cœur pour moi, honnêtement. Puis, j'aimais vraiment ce que je faisais. J'apprenais aussi beaucoup des étudiants parce que ma façon d'enseigner, c'est premièrement qu'on apprenne à réfléchir ensemble, c'est d'échanger, de partager nos expériences. Et c'est ça qui est riche, à mon avis, en gestion. Et ça créait certainement des moments, j'ai envie de dire intimes, mais dans des groupes, par exemple, tu sais, comme au MBA en leadership, où les gens, je leur demande comment a été votre semaine. Tu sais, on apprend à être des leaders, on apprend à gérer je disais, on ne peut pas gérer les autres avant de gérer notre propre vie. Donc, moi, j'ai vraiment aimé enseigner et les étudiants, c'est extraordinaire. Donc, Karina, tu nous as parlé de la proximité qui était essentielle pour toi avec les étudiants, qui permettait justement de nourrir cet apprentissage-là de l'un et de l'autre. Mais enseigner vient avec énormément de responsabilité, hein, parce qu'on est en train de forger, ni plus ni moins, une pensée à l'intérieur. On n'impose pas notre pensée, mais par la façon dont on amène les choses, on invite les étudiants à penser d'une certaine façon, on fait des choix qui peuvent des fois être bons, des fois être mauvais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le côté, justement, comment, de cette obligation-là, tu as réussi à te cadrer sur un plan moral pour être le plus éthiquement juste possible dans ton approche en enseignement. Humblement, c'est ça. Je me suis certainement trompée à un certain moment donné, parce que, comme tu dis, on part de ce qu'on est à la base, et même si on ne le nomme pas avec des mots, tu sais, dans la théorie, on parle d'un apprentissage vicariant, donc tu sais, de ce qu'on est comme modèle ou de la façon dont on agit avec les autres ou ce qu'on peut laisser paraître ou peu importe. Oui, il y a certainement un moment où je me suis trompée.
à l'effet, à ce moment-là, j'étais beaucoup dans le développement de soi, personnellement, donc je me nourrissais beaucoup de littérature à ce niveau-là, tu sais, une approche qu'on pourrait dire même un peu plus New Age aujourd'hui. OK. Donc, on n'est pas dans le développement de soi du type les lectures en psychologie ou les lectures en philosophie. On est plus dans comment tu appelais ça? Du développement de soi, où on va te dire souvent que tu sais, tout part de toi-même, que tu dois vivre tes rêves, ta vision, ta voix et tout ça. Et j'étais à côté de la plaque à ce moment-là. OK. Oui. Et ça influence l'enseignement nécessairement. Nécessairement. Mais, à travers ça, parce que depuis tantôt, on discute et tu ramènes, tu sais, l'enseignant, t'es pas loin, hein? Tu ramènes la théorie, une telle théorie, telle théorie, telle théorie. Donc, à travers ces erreurs de parcours-là, il y a des assises scientifiques en arrière de ta façon de penser quand même. Hein? Tout à fait. Oui. Donc, c'est là-dessus que tu te rassures d'un point de vue moral d'être le plus juste possible. Puis en même temps, tu te dis, ben, je me suis peut-être écarté, mais au moment où tu le fais pour les bonnes raisons quand même. Tu as l'impression de transmettre un savoir qui est essentiel pour l'étudiant. Exactement. Donc, l'intention est bonne. Oui, mais tu sais, je me dis tout le temps de faire de son mieux, puis faire avec notre cœur, tu sais. Pas quelque chose pour se débarrasser. Okay, je ne peux pas faire ça. Là, il y a un moment où moi il y a un élément qui m'échappe. On est en 2019. Patrick Lagacé, à ce moment-là, il sort un article qui est quand même virulent, qui est intitulé MBA Zé-Bobard. Et à ce moment-là, personne ne connaît de qui Patrick Lagacé parle. On sait que ça se situe à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais moi, je suis ton ami. Et quand M. Lagacé parle de ça, je fais tout de suite le lien. Je fais, OK, c'est sûr qu'il parle de Karina. Donc là, tu es dans l'œil de la tempête à ce moment-là. Dans ma perspective, je ne suis pas en contact avec toi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me dis, oh là là, ça va claquer tantôt. Peux-tu nous expliquer les circonstances qui ont fait que tu t'es retrouvé dans cette situation-là? Absolument. Merci de poser la question. Oui, à ce moment-là, M. Lagacé a choisi de ne pas nommer mon nom. Pour X raison. Il a choisi? Oui. Ah, parce que tu l'as offert. Tu as offert que ça soit public, que c'était toi qui étais derrière. Moi, je lui ai offert la rencontre. J'ai offert la rencontre. Oui, mais tu n'as pas demandé la confidentialité, c'est ça que tu me dis? C'est ça. Il m'a dit, je vais vous informer quand ce sera publié. J'ai dit d'accord. Et c'est toi qui l'as contacté pour avoir un article ou c'est lui qui t'a contacté? Il m'a contacté pour avoir des réponses. Ah, OK. Et j'ai dit, si vous voulez en savoir plus, on va se rencontrer. Et donc, d'accord. Je suis revenue 2 fois à la charge pour lui proposer une rencontre de vive voix. D'accord. Et tu me parles de ça, et c'était il y a quelques jours, en fait. C'était il y a 2 ans, le 24 janvier, où ça se passait. Alors, j'ai repensé à ça cette semaine, justement, et la semaine d'avant. Oui, bien, tout ça avait changé. Je viens juste de te parler de développement de soi et tout. J'ai été complètement changée comme personne 2014-2015. Donc, mes croyances ont encore une fois changé. Et j'avais donc une approche depuis ce temps-là, encore une fois macro, et comme j'enseigne au niveau de l'individu, du leadership, une entreprise, c'est une petite société en soi, mais l'individu est dans une société aussi. Alors, je me permettais beaucoup de réflexion sur toutes sortes de choses, je t'avoue. Dans les cours de leadership, je pouvais demander, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a dans le ciel? En faisant allusion au chemtrail. Bon, des choses comme ça. Alors, j'ai poussé des questions à ce niveau-là pour que les gens, au-delà de ce qu'on voit, tu sais, qu'est-ce qui existe au-delà de ce sur quoi on focus? Parce que je pourrais faire un lien avec l'entreprise qui serait peut-être boiteux, mais en se disant, OK, ça c'est comment on fonctionne au niveau opérationnel, mais est-ce qu'on regarde ce qui se passe dans le monde, dans le même secteur, je ne sais pas moi, en Russie? Est-ce qu'on fait des veilles stratégiques à savoir qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse mieux se positionner? Alors, au même niveau, à mon avis, l'individu devrait peut-être, plutôt que focusser sur le fameux métro-boulot-dodo, ça faisait partie de quelque chose que j'ai amené justement à mes étudiants,
mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est pris là-dedans? OK, donc t'es pas, de ce que je comprends du moins, Oui, t'es oui. pas en train d'évangéliser un groupe, tu es en train d'inviter à se poser des questions sur le sens de la vie, Absolument. alors que tu es en train de former des humains qui doivent intervenir auprès De d'autres d'humains. humains. Exact. OK, je comprends bien. Mais l'élément que je ne saisis pas, par contre, c'est pourquoi à ce moment-là, tu te retrouves à avoir à te justifier dans un média. Tu as à te justifier de quoi, en fait? OK. 2 fois, j'ai eu des plaintes officielles de OK. groupe. Et c'était toujours pour, de la façon que tu viens de le dire, c'est exactement ça, Stéphane. C'était sur des questions ouvertes OK. de notre monde, de notre vie en général. Moi, je pouvais recevoir un groupe et leur dire, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous venez faire quoi? Vous Ouais. cherchez un statut annuel, un statut, un salaire annuel, vous cherchez un papier. Vous venez vous endetter. Tu vois, des fois, je pouvais avoir ce genre d'approche-là pour qu'on fait, ben voyons, c'est vrai, pourquoi je fais ça? Parce que mes parents m'ont dit de faire ça, tu comprends? J'aimais amener ce genre de réflexion-là et Et on te reproche quoi, là, à ce moment-là? OK, on me reproche. On me reproche de poser des questions. Écoute, le 6 février. Mais quel type de question, Karina, on te reproche de poser? Tu sais, parce que si je te demande c'est quoi ton nom, je veux dire, il n'y a personne qui va faire une plainte. Non. Mais là, tu as des plaintes. Oui. On te reproche de poser quel type? Qu'est-ce qui dérange? Je pense l'inconfort que ça crée. De Je viens de la rentrer, socio en plus. de rentrer dans l'intime? Puis c'est pas si intime parce que ça demeure notre vie dans ce OK, monde-ci. je vais être direct. Vas-y. Moi, je suis prof, je suis à l'université, je marche dans les corridors, j'entends parler. Moi, ce qu'on reproche à Karina Dastou, c'est d'évangéliser. C'est d'amener Dieu dans la classe. Non. 4 fois j'ai témoigné et j'ai parlé de Dieu, et je peux le dire. Et c'est parce que Dieu m'a dit, parle de moi. 4 D'accord. fois. Et dans ces 4 fois-là, j'ai pas eu de plainte. OK, donc, l'espèce de mythe entourant, encore on parle de mythe, tu sais, l'espèce de mythe entourant qu'on reproche à Karina d'avoir parlé de Dieu dans ses cours, etc., c'est pas ça l'objet Cette des fois-là, plaintes. d'ailleurs, Patrick Lagacé, c'est à lui que j'ai parlé de Dieu. OK, puis lui, il l'a intégré dans son texte. Voilà. Ben, il y a des faussetés, puis il y a des vérités dans son texte. On peut le comprendre comme ça. Parce que Qu'est-ce qui est fausseté? Tu as l'occasion de nous le dire? Oh, j'ai pas relu Ok. l'article depuis un petit moment. Bon, on Ça peut le me- catégoriser, on peut l'oublier. Mais c'est- j'ai carrément témoigné à cet homme-là, comment Ok. j'avais été changée. Donc, c'est mon expérience personnelle avec Dieu, j'ai été lui. C'est ce Lui dont j'ai présenter. été- Exactement. Mais c'est pas ce qui t'est reproché à ce moment-là dans l'institution où tu enseignes. Non. Il D'accord. m'a abordé Parle. avec un courriel. Est-ce que tu as parlé des chemtrails dans ton cours? Est-ce que tu as parlé du verre de Starbucks? Bon, mais un verre de Starbucks, j'en ai parlé à la pause OK. à un étudiant. Donc, pas dans un cours. Non, à un étudiant que je savais qui était un de mes frères, qui Ok. croit en Jésus-Christ. Puis il y avait un autre étudiant avec lui, il était 2. Puis j'ai dit, ah mais Pascal, tu sais c'est quoi Starbucks? À la pause, à l'extérieur du cours. Et pour la curiosité, c'est quoi Starbucks? Ça va être intéressant que tu regardes ça. Ben, tu vas trouver que c'est une déesse hindoue de mémoire, mais c'est Ok. intéressant que c'est ça. Mais tu comprends que tu jouais sur une ligne, hein? Quand même. Parce que je comprends que tu es à la pause. Oui. Mais si moi, à la pause d'un de mes cours, je discute de militantisme, je pourrais me le faire reprocher, mais on peut juste me dire ah, on n'aime pas ça que tu fasses ça. Mais en même temps, je comprends que tu n'as pas enfreint une ligne d'illégalité morale ou peu importe, tu es à la pause. Mais tu as joué sur le fil. Si tu le dis. Je trouve pas ça un jeu. Non, 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 Ça mais, très- non, mais, Surtout que c'est un frère. OK, c'est ça l'affaire aussi. Karina, je vais me reprendre. Quand je dis jouer sur le fil, c'est, tu sais, il y a des gens là, qui sont aseptisés au maximum, ils font Oui. rien, ils parlent chez eux. Oui. Puis là, puis ils sont hyper normés à l'université, puis ils suivent les règles à la lettre quasiment. Tu sais, ils vont ne que parler de la matière. Toi, tu es allé sur un sujet qui était correct dans une pause.
Mais ça pouvait ouvrir, s'il y en a d'autres qui entendent, il y aurait pu... Tu sais, les connaissances générales, ça touche tous les sujets. Mais, c'est juste parce qu'on est frileux dès que ça touche Satan ou ça touche Dieu. C'est juste ça. Parce que c'est drôle, ouais, on pourrait il y a une espèce de tabou. Ben oui, Ouais. c'est vrai. Mais là, on est en janvier, tu nous as dit janvier 2019? 2019, exact. Janvier 2019. Ça s'est passé dans l'automne 2018. La plainte a eu lieu dans ce cours-là. OK. Et donc, j'ai rendu des comptes à la presse, mais j'ai provoqué quelque part cette rencontre-là avec M. Lagacé. Puis, avec la direction de l'université, eux, ils m'ont interpellé pour que je les voie le 6 février 2019. Et puis, on m'a dit, Karina, ça, c'est jouer avec l'intelligence des étudiants. Il faut absolument pas les faire réfléchir et s'en tenir à la théorie. Est-ce que tu es prête à t'en tenir à la théorie? Non. OK. La réponse est clairement non. C'est clairement non. Dans le sens que je comprends pas qu'est-ce que c'est apprendre autre que de réfléchir par soi-même, développer notre analyse critique des choses. Et je suis pas là pour faire avaler des choses aux gens. Je suis là pour que les gens se questionnent. OK, bien dans ce cas-là, je suis obligé de te poser une autre question en lien avec cette affaire-là. Printemps 2020, on est au mois de mai et tu quittes l'enseignement. Oui. Est-ce que cet événement-là est la raison de ton départ ou comme certains prétendent, parce qu'il y en a qui ont commencé à discuter, encore une fois dans les corridors, tu aurais été congédié à cause de cet événement-là? Je n'ai pas été congédiée. J'ai quitté j'allais dire la fonction publique, mais je vais faire un lien. J'ai quitté la fonction publique en 2009, alors qu'on m'a, sur un appel d'offres sur laquelle j'avais travaillé 6 mois, on a envoyé mon jeune collègue me dire « Karina, il faut que tu changes ça, ça, ça. » Et ce n'est plus 250 000 $, c'est 950 000 $. Et parce que mon patron avait une amie qui allait avoir le mandat. OK. Et j'ai fait où je démissionne. Enlever mon nom de partout, moi, où je démissionne. Je veux rien avoir là-dedans. Et tu as démissionné. Et j'ai démissionné. Et je me suis lancée sans parachute. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'avais commencé à donner des cours peut-être 1 an auparavant. C'est à peu près ça. Et là, mais c'était pas assez pour subvenir à tes besoins. C'était pas une assurance tout risque. Là. Non, absolument et 2020, si je fais le lien avec ton 2009, 2020, on te demande d'enseigner, de t'en tenir à la théorie. Il y a les événements de la COVID qui arrivent qui ne doivent pas être non plus négligeables dans ta décision. Donc, tu nous dis que tu n'as pas été congédié, c'est donc dire que ta fonction change et elle ne te plaît plus, donc tu choisis une deuxième fois dans un autre métier de démissionner parce que ça ne convient plus à qui tu es. C'est ça? Oui, et j'ajouterais que c'était la volonté de Dieu. OK. Parce que là, il y a cette tangente-là qu'il ne faut pas oublier. Quand tu veux vivre pour le Seigneur, tu vas lui demander, tu ne vas plus prendre par toi-même nécessairement les décisions. Et il a ouvert mes yeux en 2015. Et je sais ce qui vient. J'ai tenté aussi, oui, à ce que les gens puissent réfléchir par eux-mêmes pour qu'à un moment comme maintenant, ce qui se passe dans notre monde actuel, que les gens puissent faire, mais c'est-tu vraiment ça qui arrive? Comment je vais réagir quand on va m'obliger? Ben, porter un masque, ça les mains, être à 2 mètres, à suivre le couvre-feu. Avoir un vaccin éventuellement, peu importe. Donc, j'avais le goût de préparer les gens le plus possible à ce qu'ils se posent des questions puis qu'ils se rappellent. En tout cas, j'espère que mes étudiants peuvent se rappeler qu'on a toujours le choix. S'ils peuvent avoir retenu ça, c'est déjà génial. C'est déjà ça de gagner. C'est déjà ça. Je vais revenir à Dieu, mais j'aurais une dernière question avant. Tu sais, être en amour pendant tant d'années avec le transfert de connaissances, le transfert de savoir, passer quand même 12 ans en couple avec ta profession, c'est des deuils que tu dois faire. Même si tu me dis ben, Dieu m'a guidé, etc., il y a quand même des deuils à faire. Quel a été le deuil ou les deuils qui ont été le plus difficiles pour toi? Je suis loin d'être perdante parce que la proximité que j'avais avec les étudiants, l'échange qu'on avait,
Ben aujourd'hui, j'ai l'honneur de travailler à temps plein pour Dieu. Je voulais pas enseigner à distance mes cours sur l'individu, équipe de travail, leadership et Non, tout. je te comprends. Ouais. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, ben, j'ai l'opportunité de faire des petites chatrooms avec des frères et sœurs. Alors, là, arrête, là. Ouais, arrête le paradoxe. Carina, arrête le paradoxe. Okay, là, tu voulais pas enseigner en Zoom. Là, tu es en train de me dire qu'avec tes frères chrétiens, tu es en direct de l'univers, là. Explique-moi là, celle-là. Là. Ben, c'est que tu vois, Dieu avait d'autres plans pour moi. Parce que là, je peux parler de lui à 100%. Oui, mais tu es quand même en ligne. Je suis quand même en ligne. Bientôt, on se retrouvera peut-être dans une de nos maisons, je ne sais pas. Okay. Mais ça permet qu'on ait plusieurs, écoute, à travers partout, en fait. Abordons justement notre dernier sujet. Dans la présentation, je reprenais tes propos à l'effet que tu consacrais ta vie au Dieu créateur et vivant comme servante de Jésus-Christ, le Messie. C'est tes propos. Oui. La première fois que je t'ai entendu parler en ces termes, ma réaction a été virulente. Suite à notre discussion, je me suis dit, ça y est, Carina a un virus sur le ciboulot. La deuxième fois, les qualificatifs, honnêtement, ils n'étaient pas plus élogieux. Puis, j'entendais parler de toi en plus, comme je le disais tantôt, dans les corridors et de ta croyance par les étudiants. Puis là, c'était toujours de façon négative, tu sais. Alors qu'avant, j'avais jamais entendu parler de toi négativement. Jamais, jamais. C'était comment elle est enjouée, c'est le fun, elle nous encadre, elle nous guide, etc. Puis mon préjugé a perduré jusqu'à, je dirais, les 2-3 dernières rencontres qu'on a eues. Il faut le dire, hein, on se voit peut-être aux 6 mois à peu près. Mais quand on se voit, on parle quand même intensivement. Et là, mon préjugé a commencé à changer. Je me suis rendu compte que par ta patience, ton écoute, tu as pu m'expliquer ta démarche. Mais j'aimerais qu'on rentre dans ça, toi et moi, qu'on aille un peu plus à fond pour comprendre pourquoi tu as tenu, encore tantôt, tu as tenu des propos qui, pour les gens qui comme moi, se disent, ben voyons, le rationnel, il est où là-dedans? On est dans la croyance. On aime ça comprendre. Donc, si tu veux bien, je vais jouer mon rôle de sceptique encore une fois, puis je vais te poser certaines questions, dont la première qui est comment tu fais la rencontre de Dieu? Wow. C'est écrit que Dieu nous choisit. Quand je dis c'est écrit, je me fie à la parole de Dieu, qu'on appelle la Bible. Je ne savais pas que c'était comme ça au départ. Mais il dit aussi que tout le monde qui vont cogner, tous ceux et celles qui vont cogner, on leur ouvrira. Moi, Stéphane, il y a un bout dans ma vie où j'étais tannée encore de souffrir. Tu sais, je t'ai parlé d'entrée de jeu, de ce qu'on vit quand on est tout petit, puis l'adolescence, puis ci et ça. Moi, j'avais rien de guéri finalement. Puis j'avais encore des blessures. Et ces blessures-là qu'on a, souvent, vont nous faire des comportements qui sont destructeurs sur nous-mêmes. Certainement que les gens vont comprendre. Ça peut être, et je vais vraiment être honnête avec toi, rapidement, j'ai compensé par la nourriture très jeune pour venir tenter de combler un manque. Quand je t'ai dit tout à l'heure les parties avec les cadets de l'arbre, j'ai compris que l'alcool pouvait faire un certain effet pour venir guérir momentanément certaines blessures. Plus tard, j'ai compris que les hommes pouvaient faire ça aussi dans ma vie. C'est toujours quelque chose d'extérieur à toi et c'est toujours quelque chose qui est ponctuel, qui ne vient pas régler pour vrai ton problème. Et puis, dans les années 2009 peut-être, justement, alors que je me suis ouvert, comme je t'ai dit, au New Age, c'était dans l'idée de trouver encore un médicament à mon problème, à guérir tout ça, ces souffrances-là, ces blessures-là. Ça ne marchait pas. En 2013, alors que j'étais avec un autre conjoint, parce que
Je me suis séparée du papa de ma fille en 2007. Ben, le lendemain de sa fête, après qu'on avait encore trop bu et j'ai encore trop pleuré. Donc, c'était toujours les mêmes cercles qui recommençaient. J'ai vraiment écrit le 20 octobre 2013 sur un papier. J'ai une mémoire de date, désolée. Le 20 octobre 2013, j'ai écrit sur un papier sans savoir vraiment à qui je m'adressais. Parce que oui, on a été éduqués catholiques ici au Québec, mais j'ai écrit « Dieu, je te donne ma vie ». Parce que là, j'étais au désespoir. Parce que là, j'en pouvais plus. Donc, 2013, il y a 7 ans. Et là, la douleur est insupportable. Voilà. Parce que cette douleur-là est insupportable, parce qu'à chaque fois que tu as l'impression de la guérir par des moyens autres, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et je m'aperçois que par moi-même, je ne peux rien. Et je lâche la cervelle. Tu m'as dit tout à l'heure, Dieu m'a choisi, ou nous choisi, peu importe. Donc en 2013, tu écris ça, et quelle est ta mémoire du moment où pour toi Dieu t'a choisi? C'est écrit que Dieu nous choisit avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère. Oui, mais moi je parle du moment où toi, tu en as eu la perception. Oui. Bien sûr. Oui. J'ai aussi une date, ce qui n'est pas toujours le encore? cas. Oui. Okay. C'est pas toujours le cas pour vrai. Tu vas pouvoir écrire tes journaux intimes parce que ça va bien structurer. En fait, suivant octobre 2013, honnêtement, mes comportements ont commencé à changer. OK. Je me sentais sale de faire certaines choses. Je me sentais pas bien d'agir de telle façon. Mes comportements ont commencé à changer. Puis, en avril, clairement, dans moi, ça fait, bon, mais tu vas aller marcher sur un chemin de Compostelle avec ton sac à dos. Toujours 2013? Oui, là, on est rendu comme au printemps 2014, si tu veux. OK, c'est bon. Et... c'est vrai, printemps, oui. Ouais. Et là, je fais, bon, ben parfait. Fait qu'en juillet 2014, je suis sur le chemin le plus au nord en France pour marcher 2 semaines. Et c'est là que je me rends compte, en fait, qu'il manque rien, que j'ai aucune peur, que je peux faire confiance. Et je suis vraiment abasourdie de ça parce que je me dis, c'est donc bien simple la vie. Tu te lèves. Il y a une prise de conscience, mais tu n'es pas encore consciente à 100% à ce moment-là que tu vas donner ta vie à Dieu. Tout à fait. Je l'avais écrit, mais je ne sais pas encore vraiment c'est qui. Mais tu as raison. Mais c'est une prise de conscience qu'il y a un bien-être qui commence à s'installer, qui n'était pas là dans tes moments de douleur. Exactement. Puis là, je fais, mais c'est bien simple la vie. Tu t'arrêtes, tu enlèves tes chaussures, tu bois de l'eau. C'est simple. Puis là, l'apprentissage, pour vrai, c'est on n'est pas ce qu'on a. Parce que j'ai 38 livres sur le dos, c'est déjà suffisant, là. Puis, tu sais, un matin, parce que je m'étais amené 5 livres de noix. Un matin, je mange les noix et là, ça lève le cœur. Et je fais juste marcher un peu, et il y a un poirier et un pommier. Et je te dis, je suis émue à chaque fois que j'en parle, parce que c'est comme si... À ce moment-là, je ne pouvais pas encore vraiment le nommer. J'avais encore des racines New Age un peu. Donc, tu sais, mais je suis comme, ben, on ne manque jamais de rien. Il y a quelque chose qui prend soin de moi. Qui est supérieur à moi. L'aspect de la transcendance. L'élément que tu n'as pas conscience, mais qui est là. Plus grand que nous. Oui, plus grand que nous. Et je reviens de cette marche-là où je me dis, ben, ma vie ne peut plus être la même. Ça peut être beaucoup plus simple que notre fameux, tu sais, métro, boulot, dodo, être à côté comme ça pour payer les factures. Puis je me disais, ben pourquoi la vie? Parce que, tu sais, on ramasse des sous, on finit qu'on nous enterre, tu ramènes rien. Tu sais, t'es venu avec rien. Tu ramènes du compost, tu sais. Tu repars avec rien, tu sais, ça faisait pas de sens pour moi, ça. Fait que, c'est un peu comme ça. Puis mon frère, j'ai un frère plus jeune de 2 ans, que moi. Qui est musicien. Oui, qui est musicien, exactement. Et puis, mon frère est devenu chrétien en 2013, alors qu'il cherchait sur le 11 septembre 2001. OK. Il faisait des recherches et puis il a découvert un peu tous les mensonges qu'il y avait dans le monde. Et au fil de ses recherches, tout menait toujours à Satan ou Dieu. D'accord. La dualité des deux mondes. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Alors, on continuait d'aller déjeuner ensemble, moi et lui.
D'accord? Mais t'as beau parler à ton frère, Ouais. puis il a beau t'expliquer ou discuter de choses, la rencontre de Dieu, conscient, Karina consciente de cette rencontre avec Dieu-là, se passe avec elle-même. Elle ne se passe pas à travers une autre personne. Non. Il va t'aider à cheminer clair, ok, c'est correct, mais cette rencontre-là, c'est toi avec lui, c'est pas... Tu as tout à fait raison. Parce que pendant ces petits moments-là où on allait déjeuner pendant 2 ans, au moins, moi et mon frère, moi j'étais encore un peu dans le New Age avec mes petits cœurs, mes petites lumières, Ouais. tout le monde est beau, tout le monde est fin. Puis mon frère était très respectueux de me raconter un peu ce qu'il vivait. Et tu as raison, Dieu va se servir peut-être de quelqu'un pour Pour t'amener à partager, lui, ouais, pour qui a le partager, même langage. Ouais. mais c'est pas intellectuel. C'est pas rationnel, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas... Ça peut pas... J'ai juste envie de dire, ça peut pas t'upgrader toi. Tu peux pas prendre sur toi de dire « Ah, j'ai fait mes recherches, puis peut-être, mais c'est Dieu qui décide que tu vas le voir ou non. » J'essaye, tu sais, très humblement, Karina, j'essaye de garder une écoute qui va être posée, mais en même temps, des fois, je me pose la question suivante, tu sais, est-ce que Karina est tombée dans une secte? Est-ce que Karina est rendue avec les Born Again Christians? Comment tu peux nous expliquer que justement, c'est pas un endoctrinement venu de l'extérieur, mais que c'est vraiment un contact, toi, avec ton esprit, ni plus ni moins? Ou, c'est cette espèce de bout-là, pour moi, puis c'est le côté rationnel, hein, je suis très clair, là. Ouais. C'est le côté rationnel qui me ramène à te poser cette Et tu question-là. fais bien de poser la question. Parce que la plupart des religions, en fait, ou toutes les religions, je pourrais dire, c'est qu'elles partent d'un homme. Excuse-moi, l'homme en général, là. Tu sais qu'il est à la tête de l'organisation en soi. Ils ont des doctrines. Mm-hmm. Moi, c'est pas ce qui s'est passé, là. J'ai pas été dans une église entendre quelqu'un puis faire « Oh ouais, puis ils ont de la belle musique, je vais revenir la semaine prochaine. » Tu sais, moi, j'étais dans l'angoisse. J'en pouvais plus de ma vie. Puis je me suis abandonnée. Que, Et je suis certaine que Dieu a entendu mon cri, qu'il a eu compassion de moi, puis qu'il a déjà commencé à me faire changer, comme je t'expliquais. Et c'est le 25 avril 2015, si tu veux une date, où je suis... Puis c'est pas tout le monde comme ça, mais moi, je sais que ça a été comme... Oh, c'était là. Justement, je suis assise avec mon frère, il me parle que Dieu a fait des anges, puis qu'il y en a un qui se pense plus beau, puis plus fin que les autres, puis plus fier, puis c'est Lucifer. Et je vois ça un peu comme un ado qui fait à son père « Oh, père, toi, tu l'as pas la femme, regarde-moi bien aller. » Et Dieu a levé mon voile. Donc, c'est pas par une intelligence propre à moi, c'est pas par mon intellectuel, c'est pas par ma volonté. Dieu a levé le voile. ni une volonté externe qui est une institution ou un groupe. Ouais. Non. Okay. Il a levé le voile, il met sa grâce sur toi et son Saint-Esprit vient en toi. Et là, tu vois la vérité. Il y a une autre chose qui me chicote. Vas-y. Tu me dis, Dieu va me guider, c'est pas moi qui choisis. Il trace ma route, ni plus ni moins. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais... La seule chose que tu espérais, c'est que tes étudiants allaient comprendre qu'ils ont toujours un choix. Mais si c'est Dieu qui décide à leur place, ils n'en ont pas de choix. Merci Stéphane de poser la question. Tu as le choix de qui tu sers. C'est écrit que tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Tu as un maître. Soit tu sers le monde, tu es esclave du monde. Donc, si je reviens avec mon expérience personnelle où on est esclave de certaines dépendances, souffrances, blessures, ok? On est esclave du péché. Je m'excuse de dire ce mot-là, mais c'est la vérité. Tu pourras faire tes recherches. Mais depuis que Ève a désobéi à Dieu, donc on est pécheur. C'est qui ici n'a pas volé, a commis l'adultère, n'a pas menti, etc. Donc on est esclave du péché. Ça, c'est la première chose. Donc, est-ce que je sers le monde ou est-ce que je sers Dieu? J'ai l'opportunité de servir Dieu, d'être esclave de Christ. Parce que Jésus-Christ, d'abord le Père, qui a tant aimé le monde, a envoyé son propre Fils ici pour nous libérer des péchés. Donc,
Il n'y a plus la loi de Moïse où on va aller tuer un bouc une fois par année pour que le sang coule, pour que nos péchés soient lavés, puis que je vais continuer à pécher parce que je le fais par ma volonté d'homme. Jésus-Christ arrive, c'est le sacrifice ultime, c'est l'agneau. Il n'y aura plus autre chose, il n'y aura plus d'autres possibilités. Il t'offre son sang pour te laver de tes péchés. Mais là, tu es en train de me dire pourquoi on devrait choisir Dieu plutôt que Lucifer. Ben, on a le choix. Mais tu es en train de me dire en même temps qu'on a un choix entre le bien et le mal. Ouais. Mais tu es en train de me dire aussi, autrement dit, que l'homme n'est pas dirigé par Dieu. Il est, ni plus ni moins, libre. Il est libre. Exactement. Dieu te Parce fait qu'il peut choisir Lucifer. Oui, volontiers, puis tu vas trouver des gens qui ont donné leur âme à Satan. Ils vont te Donc, dire. autrement dit, Dieu ne peut pas te diriger. Quand tu te soumets à lui, oui. Ah, Tu ok. vois, quand tu l'acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur, pourquoi on l'appelle Seigneur? Dernièrement, je suis tombée sur les côtés historiques de ça. C'était la tradition, tu sais, des seigneuries. Tu avais un maître, tu faisais ton travail à la vigne ou je sais pas, à la ferme, donc tu sers un maître. Bien, ton Seigneur fait que tu vas lui obéir, mais en plus, c'est qu'il sait qui tu es, il connaît tes besoins et il t'aime. Satan, il t'aime pas, lui. Tout ce qu'il veut, c'est te détruire, avec toutes sortes de comportements. OK? Mais une fois que tu choisis que tu veux vivre par Jésus, pour Jésus, il va te laver tes péchés. OK. Voilà. C'est là où tu rentres dans cet esprit-là, où tu dis, ben là, je suis plus maître de moi, je suis au service d'eux, donc il me guide. Oui, alors que tu étais au service de Satan avant, c'est juste que tu ne le savais pas. Parce que lui, c'est le roi des mensonges. Il ne veut pas que tu le saches. D'accord. Tu m'as partagé souvent tes inquiétudes sur la direction que prend le monde. Tu as fait des allusions dans notre première portion d'entrevue. Tu as affirmé, entre autres, de te préparer pour des jours qui vont être sombres. Ce qui, pour moi, j'associe clairement à une attitude survivaliste. Peux-tu nous expliquer ta vision de notre monde actuel pour ensuite nous dire où tu penses qu'on s'en va comme société? Oui. Je me fie aux Écritures et je me fie aux signes que Jésus a donnés. Si on lit Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, Jésus vient nous parler de la fin des temps. Évidemment, le dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse. Il vient nous dire les signes. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura des guerres, rumeurs de guerre. Il y aura la famine, il y aura les pestilences, il y aura plus de paix. L'amour du monde va se refroidir. On sera comme au temps de Noé. Où au temps de Noé, on mangeait, on buvait, on se mariait, on mariait nos enfants. Personne ne voyait rien. En passant, Noé, par la foi, quand Dieu lui a dit « Tu vas construire une arche », pendant 8 ans, il a construit une arche, puis il n'y avait pas une goutte de pluie. Mais il a construit par la foi pour écouter ce que Dieu lui demandait. Et le déluge est finalement arrivé. Donc, c'est un peu la même chose. On arrive au temps de la fin. Seul le Père connaît le jour et l'heure, mais on connaît les signes. On a une bonne idée de la saison. On sait probablement qu'on entre dans les grandes tribulations. Ce qui se passe avec le virus, puisque tu me poses la question de ce qui semble se passer dans le monde, le fameux virus, coronavirus d'ailleurs, qui veut dire couronne, est-ce que ça servira à couronner? La fin d'un monde, c'est ça? La fin d'un monde ou le début d'un système global mondial. Okay. Parce qu'on sait qu'on va voir se lever l'Antéchrist, qui va prendre, si tu veux, une forme plus humaine ou je ne sais pas quoi. Mais ce sera son système qui va être en place, avec une religion, un système monétaire, un système global, mondial. Donc, si tu veux. Donc, pour toi, c'est sombre. Ce qui s'en vient sur Terre. On parle toujours sur Terre. Ce qui s'en vient sur Terre, c'est sombre. Oui. Et à quelque part, quand Nietzsche disait Dieu est mort, parce que quand on interprète vraiment qu'est-ce que veut dire Dieu est mort, c'est dire ben, l'humain a tué Dieu, a tué ses valeurs, etc. C'est ce que tu es en train, ni plus ni moins, de dire. On est en train de jeter le bébé avec le petit bain. En fait, Dieu est vivant. Mais je comprends très bien ton le sens du Dieu est mort. Les gens ont oublié Dieu. Et
Si tu veux mon avis, on est fait pour chercher Dieu. Dans notre ADN, c'est comme ça. Dieu nous a créés pour qu'on le recherche. Et c'est pas pour rien que le plan du mal, c'est de venir changer ton ADN, ton code génétique, pour faire de toi une autre créature. Donc, rappelons-nous, puis d'un point de vue très logique, c'est vraiment intéressant. Dieu a fait sa création. Je t'ai dit, l'ado rebelle, Satan, Lucifer, veut faire sa création aussi. Donc, soit... Ce que tu as appelé l'Antéchrist? Oui, en fait, les esprits antéchrist, il peut en avoir plusieurs, mais là, on sait qu'on va en voir un prendre place. Oui. Donc, Karina, tu es en train, tu sais, ce que tu nous dis clairement quand je te pose la question sur notre monde où il s'en va, moi j'ai repris Dieu est mort en disant les valeurs sont mortes. Oui. Tu dis, bon, tu te réfères à l'Apocalypse, tu dis, ben il y a une fin qui s'en vient, et il y aura, entre-temps, avant cette fin-là, il y aura une prise de pouvoir par l'Antéchrist, par... Donc c'est ça que je disais, c'est très sombre. Tes pensées dans notre monde tangibles sont noires. Non. Et non, ok, ben non, mais comment tu fais pour avoir te lever le matin et avoir une vie belle avec des conclusions comme ça? Oui, parce que tu vis avec Jésus-Christ, puis tu connais ses promesses, tu connais sa parole. Il dit qu'on doit endurer, qu'on doit persévérer dans la foi en gardant les commandements de Dieu et le témoignage en Jésus. Donc, puis gloire à Dieu, aujourd'hui, il me permet de travailler à temps plein pour lui. Et si je dois aller devant une ligne qui va attendre au Walmart pour leur vaccin, aller dire, ben il y a de l'espoir, c'est Jésus-Christ, notre sauveur, tu sais, repentez-vous. En fait, c'est comme last call. Dieu fait, il va avoir des difficultés, les amis, parce que l'idée, c'est que vous revenez à votre Père. Le sens de la vie en une phrase, finalement, gloire à Dieu, c'est pas par moi, mais tu sais, je l'ai cherché, puis il me l'a montré, c'est de retourner vers ton Père par son Fils. C'est vraiment ça. Puis de s'abandonner à lui. Parce que Satan, il connaît la fin. Et il veut juste t'amener avec lui dans le péché. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et les gens vont dire, ben oui, mais tu vas laisser le monde. Ben oui, j'écoute plus la musique du monde. J'écoute plus les films du monde. Pas les gens. Au contraire, regardez ce qui va arriver quand le 2 mètres va arriver, puis que tu as une personne âgée qui tombe dans la rue, puis que tu as un drone qui va te surveiller, puis que tu vas faire, ah ben je vais la laisser là. Ben non, ben moi je vais y aller. Tu vois? Donc, je suis déjà morte à moi-même. Et tu le sais quand tu vois que c'est pas tes fruits de la chair, mais que c'est les fruits de l'esprit. Donc, si je concluais en disant, Karina, outre donner sa vie à Dieu et prier, elle va aussi intervenir dans le monde réel en se rapprochant toujours, depuis la toute petite fille que tu étais à l'âge de 13 ans, qui avait le goût d'être près des humains. Tu vas continuer à chercher à te rapprocher dans un espoir de dire, ben regarde, c'est ça que je peux faire comme action positive. Ça conclurait. Tu peux sauver ton âme. Tu peux sauver ton âme. Donc c'est ça les prochaines étapes qui, toi, t'attendent. Exactement. Je le vois de plus en plus et ça prend vraiment forme, c'est particulier. Autant de propager donc l'espoir que ce monde-ci, c'est pour un temps. Qu'il y a autre chose après. Puis ce qu'on vit maintenant, c'est complètement décisionnel de ce qui va arriver par la suite, si on croit qu'il y a autre chose après la mort. D'accord. OK? Puis comme Paul disait, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Mais nécessairement être esclave de Jésus-Christ, c'est être esclave d'aimer les autres, d'être capable de pardonner, d'être dans la compassion, dans la charité. J'étais pas comme ça avant. Et c'est pas par nous-mêmes qu'on peut le faire. C'est ça l'affaire. C'est en lui laissant toute la place. Quand Jésus il dit, tu veux être mon disciple, renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi. Wow. C'est ça que tu as décidé. Oui. C'est plus ta voix, c'est plus tes rêves. Et depuis ce temps-là, Karina Dastou est sereine avec elle-même. Ben, guérie, complètement. Guérie. Merci beaucoup d'avoir partagé cette sérénité-là avec moi. C'est moi qui te remercie. Puis on va te souhaiter le meilleur dans tes prêches, tu sais. Dans tes prêches. Merci, mon ami.